Bonjour Céline. Alors, attends, ne quitte pas. Non, ne Alexa, quitte pas. lis aux enfants. Voilà. Elle est serviable, Alexia. Alexa, s'il te plaît, chanson Lis aux enfants. Casimir. L'île aux enfants, Casimir, single par Anne Germain et Yves Brunier sur Amazon Music. Venez de l'île aux enfants. Le jour, le printemps. C'est le pays joyeux, oui, c'est un paradis. Voilà, Anne-Marie et moi avons 4 ans et demi. Alors, nous avons fait honneur à Casimir. Voilà, Je- aujourd'hui, nous avons décidé que nous aurons toute la journée 4 ans et demi. Désolée de vous infliger ça, mais Bah, il y en a d'autres. oui. Hein, Et- on a d'autres Casimir. Donc, on n'a pas osé chanter Alléluia aujourd'hui. Non, C'était non, c'est pas pas la avec le peine. temps, c'était pas bon. Hein. Euh, Donc Céline, nous nous voyons pour papoter, comme d'habitude, le papotage entre filles. On va parler aussi un peu du livre parce que promo oblige, il ne faut pas déconner quand même. Euh, de quoi pouvons-nous parler? Alors, on va parler déjà de l'association où on Oui, a proposé, je ne sais même plus, des attestations de transmission. C'est-à-dire, ben, on veut rentrer dans les normes sans être dans les normes. Hein. C'est un petit peu comme on ça l'entend. nous ressemble bien d'ailleurs. Ça nous semble bien, faire semblant d'y rentrer. Tu sais. Bon, bref. C'est ça. C'est-à-dire, on fait tous. Alors, à l'Association des psychanalystes modernes, il y a des psychanalystes qui sont transmetteurs. Parce que moi, j'aime pas ce mot formateur. Il y en avait avant, hein, parce que dans le bureau d'avant, alors je ne sais pas si Pascal y était, Kamal non plus, mais je sais que Serge l'était. Donc, il y en avait avant, des transmetteurs. Donc, maintenant, ces transmetteurs qui sont dans l'association vous proposent de faire une analyse comme il se doit sur le divan. Et à la fin de cette analyse, il y aura une attestation de transmission. C'était déjà marqué, de toute façon, j'ai regardé tout à l'heure sur le site, c'était déjà marqué qu'on pouvait fournir des attestations en fin d'analyse. Donc, il y aura on vous mettra ça en genre diplôme, quoi, pour faire comme les autres, les autres écoles. Comme ça, vous pourrez vous la péter un peu dans votre cabinet. Mais suite à ça, il y a des cartels associés où vous pouvez travailler sur des sujets très psychanalytiques, où pourrait y avoir Également. également des supervisions ponctuelles qui seront des supervisions particulières. On ira regarder dans l'inconscient qu'est-ce que ça génère. Donc, on propose ça. C'est pas des formations, c'est des transmissions. Ça a la même dynamique, ça a la même valeur que chez les autres. Hein. C'est la même valeur que ceux qui se revendiquent avec un master qui n'existe pas. Ces écoles qui sont inventées écoles comme ça, paf, ouf, miracle, école. Bon, ok, j'entends tout. D'ailleurs, toutes ces personnes qui sont là-dedans, souvent n'ont pas été dans cette pseudo-école. Donc, ça m'interpelle. Mais peu importe, c'est la société. On veut normer, on veut cloisonner, on veut mettre les choses en place. Moi, je n'ai plus besoin au niveau de ma patientèle de dire mon parcours. Quand ils me le demandent, je le dis, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils en ont strictement rien à foutre. Et puis moi aussi. Donc comme ça, on est deux. Donc ça tombe bien finalement, tu Ça vois. tombe très bien. Dans le champ des rien à foutre, ça tombe très Voilà. bien. C'est pas le parcours qui nous définit, c'est ce qu'on en a fait. Et moi, je suis profondément heurtée de voir ces parcours 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous allez sur une association euh, école. En plus, j'ai de mes connaissances qui donnent soi-disant les cours, donc je suis surprise. Et puis au bout de ça, vous êtes psychanalyste. Ok, ok. Mais moi, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, comme on l'a marqué, à un moment, c'est une évidence, d'inconscient à inconscient sur le divan. Et on ne vient pas forcément pour être psychanalyste. Ce n'est pas une fonction psychanalyste. Il faut arrêter avec ça. Autrement, vous bloquez votre inconscient, vous allez travailler sur le faux et sur le paraître. Alors, je pense qu'on est dans une société où on a deux sortes de psychanalystes. Ceux qui ont travaillé avec des limites, voilà, parce que c'est comme ça. Et c'est ceux qui ont vraiment été chercher dans leur trip ce qu'il en était. Il n'y a pas de jugement à avoir, chacun son fonctionnement, chacun ce qu'il souhaite. Nous, toutes les deux, on est plutôt dans nos tripes jusqu'au bout. On Mmh. pousse l'analyse très, très, très loin, très en profondeur, quitte à en hurler, quitte à en chialer, quitte à se dire ah non, c'est pas possible. Enfin voilà, on va très loin, on s'aperçoit qu'on découvre toujours quelque chose. Oui, tout Hein. à fait. Et, Et quelque c'est un millefeuille. Dès qu'on a, c'est l'oignon de Lacan. On voilà. enlève des couches, on enlève des couches, on enlève des couches, et on n'arrête pas d'en enlever. Et alors, bah, des fois, on tape des pieds, on crie, on pleure. Et puis, on se dit, bah voilà, j'ai encore grandi, j'ai encore découvert quelque chose, j'ai encore quelque chose à devenir. On n'est jamais nous, on devient toujours, hein, Anne-Marie?
Mais ça, c'est juste magnifique. Tu vois, on travaille encore sur le trauma, qui est une partie d'ailleurs, on aura sûrement dans notre livre quelques Oui, témoignages, hein, oui, on mettrait ça. On travaille encore sur le trauma, on n'a pas fini. De non. toute façon, le trauma, il se travaille toujours. Il y a pas d'arrêt et maintenant aussi sur l'ambivalence, le clivage, heu, que certains appellent état limite, moi non, j'appelle ça plutôt clivage, chaud-froid, qu'on rencontre chez certaines personnes et très souvent d'ailleurs. On est même surprise, un jour on Ouais. est l'adoration, l'autre jour on est, le monstre du Loch Ness. On passe du «je t'aime» à «tu es C'est un taré», jour je t'aime et le lendemain je te rejette, le lendemain: «Tu es taré, dégage» et on ne sait pas pourquoi. Donc ça nous a interrogés et du coup on a travaillé en nous. Hein, sur quel chemin ça nous amenait. On lit beaucoup aussi, mais c'est pas dans les lectures, moi, ça m'amène sur une phrase, un mot. Ça va me suffire pour partir dans vraiment ce que j'ai au fond de mes tripes et ce que je ressens, parce qu'on travaille toutes les 2 avec la ch le matériel le plus impensable du monde, le plus nos incertain du monde. nos Hem, sentiments et nos émotions. voilà, Voilà. nos sentiments et nos émotions et on travaille avec ça comme un peintre. Je dis pour moi, c'est un peu un côté artistique, comme un peintre qui va peindre un tableau. Un jour, ça sera avec telle couleur, l'autre jour, les émotions seront avec telle couleur et on travaille comme ça et moi, je travaille comme ça au cabinet, je suis connue pour travailler comme ça d'ailleurs. Mmh. Si vous venez avec du faux, vous allez vite vous barrer parce que je vous mets le doigt dans La la prise. mais bon, avec aussi beaucoup de bienveillance, faut pas non plus, c'est pas on rentre pas dans un environnement de torture. Alors, qu'aurais-tu à dire Céline, avant que je lise un petit bout de livre pour, attirer le monde? Eh bien écoute, l'inspiration n'était pas au rendez-vous aujourd'hui, je te l'ai dit, mais parce que je suis encore en introspection et je travaille encore des choses et voilà, sur justement cette ambivalence, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec Anne-Marie en ce moment, le thème de l'ambivalence, du chaud-froid, du «je te désire, je te rejette», voilà, du vrai self, du faux self. Enfin, je sais pas si vous voyez les publications en ce moment, elles sont assez orientées là-dessus. Parce qu'en fait, on travaille beaucoup avec Anne-Marie, sur ça, pour peut-être être heurtés nous-mêmes personnellement et puis de voir ce qui joue autour de nous aussi. Et voilà, je trouve que c'est un travail très intéressant. Alors, on a des pistes sur le clivage, on a sur la dissociation, on a le psychiatre qui rejoint l'APM, qui nous aide aussi beaucoup dans nos papotages, dans nos conversations, dans nos questionnements. Et voilà, gros, gros chantier sur l'ambivalence en ce moment. Alors, on reviendra vers vous dès qu'on aura vu plus clair en nous, déjà, et en ce qui se joue, dans ce sujet-là, quoi. Voilà. Je crois qu'il y a pas un chemin, Non. il y a autant de chemins que de possibilités, mais pourquoi la personne viendrait à cliver? Alors, on revient comme ça souvent au moi j'y tiens à ce trauma de naissance, même ce trauma qui n'est pas conscientisé parce qu'il quand on est, qu'est-ce qu'on ressent en premier? C'est l'émotion. L'émotion, on mettra jamais les mots dessus. D'abord, est-ce qu'on met toujours les mots justes sur l'émotion? Non. Oh non, ce sont On les mots n'existe de pas. l'instant, hein. Voilà, c'est D'abord, les mots de Jung l'instant. le disait énormément ça, mais même Lacan aussi, ils le disent tous. C'est quand on veut pas le voir qu'on le voit pas et donc ces moments émotionnels qu'on ressent après déjà la naissance, le rejet, Mmh. l'abandon, on ressent tout ça, et c'est des traumatismes qui se mettent en lien. L'insécurité, la première insécurité, c'est quand le nourrisson est posté à côté et que sa maman panique parce que sait pas quoi faire, il pleure et lui, il panique, il pleure parce que, bah, je sais pas si on cherche dans nos ressentis anciens, parce que c'est la première insécurité. Oui. C'est la première insécurité. Alors même si on n'est pas nourrisson, nous, on va chercher dans nos tripes ces réponses. Elles sont peut-être pas justes, mais moi, je vais les chercher dans mes tripes. C'est ça, travailler avec son inconscient, pour moi, c'est travailler avec son émotion. Et c'est donc ne jamais avoir la réponse. C'est ce qui est Eh terrible. ouais, c'est ça qui est terrible, mais voilà. Non, mais c'est bien parce que si on avait la réponse, on serait sachant, on s'arrêterait et on s'arrêterait à une définition qui nous ressemble et d'ailleurs qui ne nous ressemble pas parce que comme je dis à mes patients: «Allez chercher là, en fait, au bout d'un moment, les mots, Mmh. vous me les donnez, c'est jamais les mêmes. Là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans le ventre? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous ressentez?» Et après, par rapport à ce que vous sentez, quelle image vous vient? Quelle sensation vous vient? Quel C'est mot vous ça. alors des fois, on peut rien mettre, on sent que la sensation juste se déplace. Mais avec le temps, on apprend à ce ressenti, à le laisser libre. Mmh. Et c'est dans la plus grande des libertés qu'on arrive à émettre les mots de l'instant, des signifiants qui ne sont jamais des signifiants. Mais c'est cette liberté qui est importante. C'est Et cette alors parfois le patient n'aura pas de mots à y mettre, mais il y a pas que les mots qui parlent, en fait. Il faut regarder son corps à ce moment-là. Il faut regarder
son visage, il faut regarder cette émotion dans les yeux qui peut parfois monter. Et là, on se dit, bon, il n'y a pas de mots, mais je l'ai compris. Je sens du bout des doigts l'émotion qui est en train de se jouer. C'est beau ça, hein, parce que parfois, il n'y a pas que les mots, hein. Moi, je sais que j'ai un patient à qui j'ai posé une question à un moment donné, juste de l'ordre de ce qu'il était en train de ressentir. Et c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de décrire ses émotions et de s'ouvrir sur ses émotions. Et il m'a dit, franchement, je sais pas vous répondre. Et puis j'ai laissé un silence s'installer et j'ai vu son regard, j'ai vu, il regardait par terre. Il était presque dans l'effroi du petit garçon qui venait de se faire gronder là dans quelque chose de terrible. Et ben, il n'a pas eu besoin de me le dire, je pense que je l'ai senti. Alors, je ne détiens pas la vérité, on verra aux séances suivantes, mais je trouve qu'il faut pas se contenter des mots, il faut aller regarder au-delà. C'est beau. Mais les mots ont pas d'importance, en même temps pas extrêmement d'importance. Alors des fois, tu vois une crispation sur le visage, tu vois que les mains commencent à se crisper, tu Voilà. vois que les jambes prennent une position et si tu es attentif à tout ce qui se joue et comme tu le dis, toi, tu as pas eu besoin de mettre les mots, tu l'as Non. ressenti avec ton Ouais. contre-transfert et c'est Voilà. là que c'est important, c'est que t en fait, quand tout se joue là, alors il faut être, je pense qu'il faut être quand même profondément en accord avec soi ou pouvoir retomber en accord avec soi en allant décharger pour travailler avec son contre-transfert. Parce qu'on travaille avec ses tripes et on ne peut pas toujours dire il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. C'est la chose la plus difficile Mm. parce qu'elle n'est pas forcément toujours nommable, hein. Mais C'est c'est la ça. plus belle chose qui trouve le chemin au cabinet. Ça peut paraître complètement. Et Jung le disait bien, et puis on voit bien que Lacan et Freud n'utilisent jamais les mêmes mots, se contredisent. Parce que ce n'est pas possible d'avoir une définition. Alors après, apprendre tous ces livres par cœur, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Y réfléchir, pourquoi pas, mais c'est le fonceur qui va y réfléchir. C'est Oui. pas votre trip, c'est pas votre inconscient. Donc, si après vous êtes dans le cabinet et en tant que penseur, pour recevoir des patients, le patient va travailler sur le penseur. Ouais. Pas lâcher son émotion. Il ne la lâchera que s'il la sent en relation avec une autre, qu'elle soit bienveillante, qu'elle soit à l'écoute, qu'elle soit même si le psychanalyste est blessé, c'est ce jeu du jeu entre les 2 qui va dénouer quelque chose, qui va montrer une direction ou un choix que le patient va faire lui-même. C'est tout un ensemble. Ce n'est pas qu'écouter le patient dans le silence, ce n'est pas que rebondir sur des mots, parce que par moment, on va rebondir sur des mots. Et pourquoi on rebondirait que sur ces mots? C'est des mots qui vont nous parler à nous, mais qui vont peut-être parler au penseur et pas à notre inconscient. Alors, il y a tout un. Nous, on fonctionne comme ça au cabinet, heu, toi et moi. Je ne Ouais. sais pas, je ne suis pas enfin, peu importe comment fonctionnent les psychanalystes, je pense qu'on a 2 variétés. Ceux qui ont encore peur de se légitimer, nous, parfois, on l'a, cette peur de se légitimer. Alors, dans mon cabinet, jamais. Vis-à-vis de mes patients, je ne l'ai pas, puisque je suis authentique. C'est des fois dans ma vie, la petite fille, des fois, elle a encore peur de ce qu'elle a vécu. Et je travaillerai toujours dessus, mais dans le cabinet, non, je n'ai pas besoin de me légitimer du tout. Je n'ai pas j'arrive nue, alors non, pas avec des enfin, je suis habillée, enfin, c'est pas Oui, c'est une métaphore, ne le prenez pas au sens littéral du terme. faut pas déconner quand mais j'arrive telle que je suis, en fait. Je mets pas de masque, quand je veux m'asseoir là, je suis là, quand je suis là, je suis là. Quand j'ai les fesses sur le chauffage parce que j'ai froid au cul, je suis sur le chauffage. Enfin, voilà et les patients, c'est pareil, en fait, il y a une simplicité, il y a un naturel au cabinet qui amène le patient à être au naturel. Alors ça ne veut pas dire alors au départ, nous, quand on a travaillé, évidemment, on était dans la légitimité. Attention, Oui. Ah oui, oui. prendre des notes, voilà, Ah là, oui, là, oui, là. oui, ça c'est sûr. Moi, j'étais à fond dedans, très scolaire même. Ouais, voilà, attention, j'ai fait une connerie, attention, même. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit, au fil des supervisions, de nos superviseurs, parce que moi j'aime bien avoir plusieurs fils, plusieurs directions. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, non, c'est pas ça, c'est quand on lâche tout que le patient se lâche. Mm. Et il y a pas d'erreur, ça je le redis toujours, hein, ce serait une erreur de le penser. Ils le disent tous. Freud le disait, Jung le disait, Lacan le disait, Irving Yalom le dit. Ils le disent tous, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a qu'une erreur quand on l'enferme quelque chose dedans, hein. Et il n'y a pas d'erreur autrement. Alors, vas-y, parle un peu, je vais chercher un paragraphe du livre pour donner Ah bah, envie. tu me fais rire, toi. Il faut que je meuble, moi. Ouais, meuble, mets-toi à poil, fais quelque chose. Non, 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 non plus, non plus. Surprends-nous, surprends-nous. Oui, non. Qu'est-ce que tu cherches comme passage? Je sais pas, alors,
Tu parle? ne sais pas? Ah, Blanche-Neige, c'est Jean Gobenski, il avait parlé de Blanche-Neige et c'est marrant, on l'a pas traité de la même façon. Oui, Blanche-Neige et le prince charmant avec les clivages et cetera. Il me semble Ah oui, qu'il avait, je sais plus ce qu'il avait fait sur Blanche-Neige, mais j'aime beaucoup ce qu'il poste. oui. C'est très pertinent, il y a beaucoup de recherches personnelles et j'aime, beaucoup ça. On va peut-être aller dans ça me plaît bien. Hem, je vais pas vous lire la lettre à Lacan, c'est le Ah bijou. non, c'est la surprise ça. 346. Je vais vous faire rire un peu parce qu'aujourd'hui, comme le temps est terne à cette heure-là, C'est ça, on puis on a envie de rigole. rire aujourd'hui. Tu as envie de rire toi? Voilà. Bah ouais. Alors, à un moment on parle de l'hystérie, Ah oui, 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 c'est vrai. l'hystérie féminine. OK? Ouais. Alors, l'hystérie. Les hommes psychanalystes ont tous adoré parler de l'hystérie féminine. Voici mes suppositions en tant que femme. Est-ce que toutes les femmes sont hystériques? J'aurais envie de répondre au risque de vous troubler, bien évidemment. Il est très bien qu'il en soit ainsi, mais pas tout le temps. Bien que l'hystérie puisse revêtir plusieurs formes. Freud en a fait son joujou du moment, alors continuons de jouer avec. Nous sommes bien des possibiliteurs, n'est-ce pas? Et puis l'hystérie féminine par des femmes psychanalystes en 2024, un vrai challenge. Maintenant en 2025. L'hystérie est de notre point de vue un débordement. Qu'est-ce qui calme le débordement sinon la jouissance? D'où l'invention de tous ces objets sexuels. On m'a posé dernièrement la question en privé, un médecin ami, que faire pour calmer une femme hystérique? Voici ma réponse. Lui acheter un objet sexuel. Vous verrez, messieurs, cela marche très bien. Et si on regarde bien, l'ancêtre de ce objet est bien un objet vibrant que l'on met dans le vagin pour calmer l'hystérie. Ou alors les livres mentent. À ces mots qui se posent sur le papier et qui n'ont que la valeur de l'instant, sourire. Mais les actes le prouvent. Alors pourquoi se passer de cette vérité? La facilité de l'homme en 2024 est peut-être plutôt que d'écouter pour entendre une femme qui déborde, de la ranger avec facilité dans la quasi-hystérie et d'aller continuer à fumer sa pipe en lisant Le Monde sous la couverture patriarcale de celui qui sait. L'hystérie, une décharge indispensable qu'il nous faut accepter sans jugement car elle ouvre à la possibilité d'en jouir. C'est un magnifique tableau haut en couleurs où l'artiste peint les émotions de son être, une véritable œuvre d'art calmée par la jouissance de la sublimation. Mortimer, alors c'était Joseph de mémoire, on Mmh. était très amis en fait, Oui, c'est ça, en vous fait étiez un homme qui semble avoir tout compris. Alors c'est dit dans l'extrait quand les médecins étaient des gigolos, Libération 2011. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui fait je sais pas Une quoi. erreur s'est produite. Veuillez réessayer. Bon, il parle tout seul. Non, mais tu sais, des fois, il appelle les gens tout seul. Bon. Alors après, nous avons la naissance du vibromasseur pour calmer l'hystérie. C'est là que j'y viens, à cette petite histoire. Jusqu'en 1952, les médecins considèrent que l'hystérie est due à une privation sexuelle des femmes qui sont de ce fait considérées comme malades. Pour les soigner, on pratique des massages vulvaires médicalisés, une véritable aubaine financière pour ces médecins. Dès que les femmes se sentent délaissées, elles vont voir le médecin pour de mauvaises pensées, des bouffées de chaleur, de l'anxiété et de la mauvaise humeur, se sentant oppressées. Difficile de prescrire la masturbation sur une ordonnance, alors on marque hystérie. Il faut avoir une bonne dextérité manuelle pour pouvoir faire jouir plus de 20 patientes par jour avec les doigts. Tu reconnaîtras. Ah, mais Libération me suit. Ah, il y avait des médecins très doués. Hein. ah, très, très douée, oui. Mmh. Joseph Mortimer Granville, médecin, rejoint le docteur Dalrymple, spécialiste de l'hystérie féminine, de la jouissance qui soulage les troubles sous prescription médicale. Vous en rêviez, mesdames? Eh bien, c'était avant. Faire jouir les patientes sous couvert de les soigner. Le premier vibromasseur venait de naître. Merci, Joseph. De sources historiques, il semblerait que le docteur Mortimer Granville ait créé ces objets pour les hommes, aussi surprenant que cela puisse paraître. Peut-être avait-il peur que cet objet remplace les hommes dans la demande de jouissance féminine. Entre les médecins qui pensaient que la masturbation pouvait compliquer une grossesse et l'objet de plaisir, le premier vibromasseur West venait de faire son apparition à l'époque victorienne pour le bonheur de toutes les femmes présentes et à venir. Bon, ça j'avais envie de rigoler. Je ne vais pas vous parler du patriarcat, ça ne vous fera pas rire. Voilà, donc quand on parle de l'hystérie féminine, je pense que c'est un débordement. Le débordement, on l'a aussi au niveau des hommes. Peut-être que le patriarcat de lui-même un débordement ou un contenant. On peut s'interroger sur tout parce que Freud a nommé ça comme ça, mais il ne faut pas oublier que Freud a nommé ça comme ça, il avait plus de 50 ans et ça interroge, hein. Pourquoi Tout à fait. s'intéresser aux femmes? Un homme plus de 50 ans, c'est quand même surprenant. Alors vous verrez dans le livre, je dis d'autres choses, mais je ne vais pas tout balancer là, parce que je vais me faire lyncher, donc ça suffit. En fait, Hem ce qui est intéressant là-dedans, c'est de constater qu'une femme qui déborde parce qu'elle décharge une émotion ou quelque chose, tout de suite, il est inventé un outil pour la faire taire.
et surtout pas écouter son débordement. Alors on la fait jouir, comme ça elle se tait. Un outil ou les doigts d'un homme? Oui, bien Ah, sûr. c'était ça au départ. C'était pas un outil parce que le vibromasseur n'était pas né. C'était Au les doigts départ, d'une c'était les histoire. doigts, Tu te rends voilà. compte? Le Mais côté phallus de l'homme, avec mes doigts, je te bien fais sûr, jouir, ça calme ton hystérie. je te fais taire surtout. Oui, en plus tu l'as fait. Et en plus, tu la fermes et t'arrêtes de te plaindre à me reprocher des choses que je n'ai pas envie d'entendre. Ah la vache, cette hystérie! Alors en Eh fait, oui, c'est pas un hasard si Freud, s'est occupé de ça à ce moment-là, hein. Je veux dire, il non. y a jamais de hasard dans la vie, le hasard n'existe pas et un homme qui plus est, hein, qui travaille sur l'hystérie féminine. Alors Mortimer ça avait été traité Puis, avant. il faut pas oublier que hystérie vient du mot hystéria en latin qui est l'utérus, qui voulait dire qu'effectivement, l'hystérique était d'abord liée à l'utérus et donc forcément féminin. Alors qu'on sait très bien que des débordements hystériques peuvent être constatés chez les hommes, on le sait. Alors faut pas confondre, parce que souvent on confond toute décharge. Toute décharge n'est pas hystérique, hein. Exactement. Il y a des décharges maladives, il y a des décharges psychotiques, il y a Psychotique, en même oui. temps, c'est même pas, en même temps, ces mots-là que je mets, je m'en fous parce que je me contredis puisque la psychiatrie, je m'en fous. Mais il y a des décharges qui ne sont pas hystériques. Quand, les décharges, la personne va dans la paranoïa, dans l'illusion, c'est créer un monde. On n'est plus dans simplement l'hystérie, c'est un trop plein. Par exemple, vous allez passer, vous allez donner un coup de pied dans votre chat, vous allez donner un coup de pied dans la tête, voilà, tout fait J'en chier, ai marre. voilà. Vous déchargez des émotions, vous savez pas pourquoi il faut les décharger. Bah, dans ces cas-là, il y a la douche, hein, la douche, la musique à fond et on peut les décharger comme Et ça. Mortimer. Et Mortimer ou le vibromasseur, hein, maintenant on est très bien équipés, ou le vibromasseur, mais je pense que les hommes, ont aussi ces moments hystériques. Heu, je sais pas, est-ce que le patriarcat est une hystérie ou un contenant de l'hystérie? Tout est possible. Ça peut être une hystérie, un contenant hystérique ou une certaine forme d'hystérie. Pourquoi l'hystérie serait une décharge? Le patriarcat, c'est aussi une décharge, c'est moi je suis là, Bien moi je sûr, suis là te soumettre, c'est moi qui ai trouvé bien la solution. sûr. C'est aussi pour moi, ça peut être ou un contenant d'hystérie ou une certaine forme d'hystérie et c'est pas par hasard. Moi, je le vois plutôt comme un contenant, enfin, mais c'est mon inconscient qui est en train de dire ça. Mais je sais pas. C'est Euh, pour ça pourquoi il dit ça ton parce que, inconscient? parce que dans ma propre histoire, L'hystérie, le patriarcat de ton père te contenait. Mais c'était exactement. toi, c'était un contenant pour toi. Mais est-ce que lui, c'était pas une hystérie? Parce que dans ça, Je ne il sais mettait pas. toute son autorité. C'est lui qui savait, mettait son autorité. C'était tous ses débordements autoritaires, c'était je sais, il y avait pas forcément de réflexion, c'était lui qui te dit que c'est pas une hystérie. Toi, ça contenait. Et non, alors moi, je vois plutôt que ça contenait son hystérie. Parce qu'en fait, s'il n'était pas père, ce patriarche, enfin, s'il n'était pas dans ce patriarcat, il était dans tous les sens, il partait dans tous les sens. Ah ouais. Sauf quand il disait, faut faire ci, faut faire ça, faut pas faire ça, faut que tu m'écoutes. Là, c'était cadré. S'il y avait pas ça, parce que parfois je voyais qu'il posait ça, ça partait dans tous les sens. Donc moi, je pense que c'était vraiment un contenant de son hystérie. Bon, mais ça, ce n'est que dans mon histoire à moi. C'est mon histoire à moi fait pas vérité dans les livres, hein, mais c'est pour ça que je te dis ça. Je pense à On ça. continuera à en parler et tu as raison dans le sens où quand le patriarche dit: «Il faut faire ci, il faut faire ça, c'est ceci, c'est cela», il se le dit à lui-même aussi. Ouais, Hein, quelque part, c'est un langage qu'il a en premier pour soi et qu'il soumet, et l'autre se soumet bien sûr. parce qu'il a besoin de bah, oui, il y a alors ça, on a rencontré ça beaucoup chez Freud, puis chez plein d'autres d'ailleurs, Lacan, ce besoin de dominer, ce besoin pourtant, même si la psychanalyse a soi-disant castré tout le monde, ce besoin d'amener quelque chose, qui est mieux que les autres. Et pourtant, dans les écrits, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de «je me suis trompée», mais je parle plutôt là de leur vie familiale, enfin de leur vie familiale, de ce qu'on Oui, en a vu, personnel. de ce qu'on en a perçu, parce qu'on Oui, n'en oui, oui, oui. sait rien. Mais quand on voit la posture, la démarche, on se dit et souvent ce patriarcat, il prend de l'ampleur où il prend de l'ampleur après 50 ans chez l'homme. Il y a pas de hasard. Est-ce qu'il n'a pas peur de perdre sa virilité à ce moment-là? Parce que c'est une question, parce qu'il y a quand même l'andropause. Est-ce qu'il a pas peur, comme la femme à la ménopause peut avoir peur de perdre sa féminité? Est-ce que ces hommes patriarches n'ont pas peur de perdre leur virilité? Et que Va c'est une façon savoir. d'avoir un pouvoir sur la femme et sur eux-mêmes? Je sais pas, c'est une idée. Moi, je dis qu'ils ont une boîte de Viagra, sur la voiture décapotable parce que c'est beaucoup plus drôle. Quoi? Ah!
Et écoute, moi, À méditer, à méditer. les voitures décapotables, les grosses bagnoles. Ah non, j'ai un patient qui a 40 ans, qui en a une, mais autrement, c'est souvent avec les gens de plus de 50 ans. Oui, c'est vrai, Hein, c'est c'est pas vrai. par hasard. Quand Non. tu croises les voitures, les décapotables, quand tu regardes, quand ils décapotent, enfin la bagnole, mais ce n'est pas par hasard, c'est une décapotable, c'est souvent un mec avec des cheveux grisonnants. Oui, ou une calvitie bien prononcée. Ah, mais ça veut dire, bon, enfin bref. Bon, bref. Hem, j'ai envie de dire, tiens, ne pas céder à son désir pour rester désirant. Être capable de céder à son désir ou ne pas céder à son désir pour rester désirant. Si nous cédons à notre désir, il faudra en trouver un autre pour prendre le relais, car c'est une chaîne sans fin qui nous ouvre à la surprise de demain, à ce qu'on ne connaît pas encore. Le désir, c'est la jouissance de l'attente où l'on fantasme, projette, sublime par la pensée. On ne connaît pas encore ce qui va se passer, mais on en a le désir que cela se passe. Une attraction avec une sensation de combler un manque qui mène à la jouissance. Il se fixe sur ce qui manque et que l'on désire posséder. C'est l'essence même de la vie. Ne pas désirer de peur de perdre, c'est s'interdire d'en jouir. Vouloir ne pas ressentir le manque, c'est s'interdire tout désir de peur d'en jouir. C'est un enfermement qui bloque dans le ni mort ni vivant, dans l'entre-deux-mondes où l'existence n'existe pas vraiment. Bon, Céline, elle est partie pisser, c'est Non, pas je grave. suis là. Je branchais mon ordinateur de peur qu'il s'éteigne. Excusez-moi. Donc ça, c'est fait. Donc là, c'est le désir. Je ne sais pas si tu veux en parler. Le désir, c'est quelque chose qui est à la fois, qu'on recherche à la fois tous et qui nous fait tous terriblement peur. La petite fille désire toujours son prince charmant, le petit garçon désire toujours une plus grosse moto. Enfin bon, bref, il y a plein de désirs possibles et imaginables. Mais là, je parle aussi de l'enfant intérieur qui est en nous, en fait. Parce qu'en fait, on désire tous quelque chose pour nous combler, pour nous rassurer, pour nous bercer, pour nous materner. Moi, des fois, je désire un pot de Nutella quand je pleure pour sécher mes larmes, quoi. Et derrière le pot de Nutella, il y a peut-être des métaphores aussi. Il y a des bras qui pourraient m'entourer. Enfin, moi, j'appelle ça un pot de Nutella, quoi. C'est mon doudou. Donc, mais c'est pas une bonne raison. C'est pas, voilà. Et puis, une fois que je l'aurai, ben quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Il va bien falloir que je désire autre chose. Si je ne désire plus, je ne manque plus, et si je ne manque plus, plus rien ne m'anime. Voilà, enfin moi, c'est mon avis, mais c'est à la fois ce qu'on cherche tous et à la fois ce qu'il faudrait presque ne jamais combler. Ben, il ne faut jamais le combler parce qu'un désir reprend un autre désir derrière. Voilà. Être désirant, hein. Heu, est-ce qu'on parle alors les neurones miroirs, tout le monde en parle. Lacan parle, c'est marrant, Jung en parle évidemment. Bien sûr. Freud en parle, je ne sais pas si on va dedans. Oh non, c'est un peu trop long, je n'ai pas envie de lire. Je suis une feignante, ça sera une autre fois. La relation toxique dans le couple, est-ce que c'est pas trop long ça? Ah ouais, ça je vais vous lire la relation toxique dans le couple, tiens, vous allez vous marrer 5 minutes. Enfin ou pas. Et alors attends, il faut bien entendre dans le couple homme-femme, dans le couple parent-enfant, dans le couple, ne prenez pas le couple sentimentalement parlant, il faut le voir couple duo. Alors la relation toxique dans le couple, j'ai pas compris la question. J'ai J'ai pas pas compris compris la réponse. la réponse. À partir du moment où vous commencez à vous poser la question: «Est-ce que je suis dans une relation toxique?» c'est que sûrement que vous savez déjà la réponse. Mais vous êtes dans le: «J'ai pas compris la question, j'ai pas compris la réponse, j'ai pas compris la question». Il y a de mon avis 2 sortes de relations qui dysfonctionnent. Une des 2 peut aider à grandir de soi, tandis que l'autre vous avalera, anéantissant votre différence. Et attention, tout ce qui est avalé doit être un jour recraché, car trop avalé détruit le corps et l'âme. Encéphalogramme plat, bzzz. Je Toxique, c'est quoi au fond? Si nous nous interrogeons correctement, la définition de ce mot est poison. Le tabac, l'alcool, la drogue, les médicaments, le trop de quelque chose, la bouffe, le soleil, la pluie et bien évidemment le chocolat. Sourire. Une relation qui nous renvoie par effet miroir nos propres blessures ne sera toxique que si nous ne pouvons rien en faire. Il est vrai également que nous n'avons pas forcément d'affinité avec tout le monde et qu'un con restera un con, mais en dehors de cela, ce miroir de nos blessures sera toujours l'autre et le comprendre en regardant en soi, sans jugement, n'est peut-être pas donné à tout le monde, alors que c'est très simple et que cela nous autorise à grandir. Dans la véritable relation toxique, souvent un couple d'ailleurs, elle s'installe insidieusement, serpentant un peu comme le serpent dans le livre de la jungle, dans notre esprit pour y prendre toute la place. Elle nous donne tellement cette relation par sa rassurance. Alors pourquoi nous prendrait-elle quelque chose? On y reste, on s'y enlise et on ne comprend rien.
On se maltraite soi dans le regard de l'autre et on ne peut partir car elle nous attache, se rendant indispensable si bien que nous avons l'impression que sans elle, nous ne sommes rien, alors qu'avec elle, nous sommes tout simplement moins que rien. Et ne dit-on pas au fond que ce qui nous tue pas nous rend plus forts? Oui, mais à condition de regarder au bon endroit sans aveuglement. Beaucoup restent enlisés toute leur vie dans cette relation malsaine sans véritablement en comprendre le sens. J'entends même cela dure depuis 30 ans, cela peut durer encore un peu. Mais aimons-nous vivants et non déjà morts dans le ventre symbolique rassurant de maman. Cette dépendance affective qui rassure, notre doudou de substitution qui nous fait un gros câlin en nous enculant par derrière, Oui. cela valait bien un gros mot pour l'exprimer. De toute façon, ces soi-disant gros mots inventés par l'être humain pour signer l'interdit me font doucement sourire. Et si on regarde bien, le gros mot d'hier est devenu le mot d'aujourd'hui. Alors nous dirons juste de ce fait que nous avons tout simplement un peu d'avance sur demain. Je reprends donc sur la toxicité après ce petit écart sur les gros mots. Dans le couple toxique, celui qui se croira dominant sera souvent celui qui est manipulé, car le plus ou la plus effacée des deux utilisera des stratégies manipulatoires et perverses pour arriver à ses fins, laissant l'autre penser qu'il est le moteur de la relation, le mâle dominant. Dialogue de sourds où les malentendants sont rois. Petit à petit, les deux personnes concernées emploieront des schémas pervers et manipulatoires sans même s'en rendre compte. Le faux prendra l'allure du vrai, le vrai deviendra dangereux, car lui, il sait, et on ne veut surtout pas savoir, ni que quelqu'un sache. Si on reprend le bien et le mal vers son Nietzsche, on s'aperçoit que ce n'est pas grave et à chacun ses choix, car il n'est de bien et de mal que ce que la norme cloisonne. Mais en regardant au fond de notre cœur, on devrait s'apercevoir à ce moment-là que nous venons tout simplement de choisir de l'enchaîner à l'inexistence. Comme quoi, au fond, cette souffrance que nous semblons tous rejeter et ne pas vouloir, nous la cherchons inlassablement pour nous y enchaîner et en souffrir encore et encore. Alors, les chaînes les plus insupportables et les plus difficiles à briser sont toujours celles que l'on refuse de voir. Ah, c'est sûr. Ce qui est, alors, un couple toxique, j'ai envie d'en dire, ben, c'est pas si grave que ça, en fait. Le tout, c'est d'en avoir conscience, d'en prendre conscience, de regarder ce qui se joue et d'en faire quelque chose à deux, puisque c'est un couple. Ce qui est délétère, c'est de s'enfermer dans cette toxicité aveuglément, de surtout ne pas changer le modèle parce que il est rassurant, soi-disant rassurant. C'est soi-disant la zone de confort qui est pourtant très inconfortable à notre inconscient, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Et puis de rien en faire et de s'enfermer là-dedans et de se mettre des œillères et de montrer sur la place du village que tout va bien. Voilà, c'est ça qui est dérangeant. Parce qu'en fait, dès lors qu'on comprend, qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui cloche, presque, sans mettre de mots dessus, peut-être juste une émotion, c'est de se dire, mais ça cloche pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Quel est mon rôle dans ce couple toxique? Qu'est-ce que je suis dominant, dominé? Je suis empoisonneur, empoisonné? Je suis comment? Enculé, enculé, Oui, enculé, enculé, parce qu'en fait, souvent, on se rend compte que l'autre nous met juste un bâton bien profond on tue pour nous diriger. et nous dirige comme une marionnette et on a l'impression que c'est nous qui faisons tout seul, quoi. Donc voilà. Donc en fait, voilà, quel est mon rôle pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce que ça vient nourrir en moi? Parce que ça sert à quelque chose, hein, toujours, hein. À quoi ça sert? Et comment je peux en grandir? Bah, Voilà, ça, c'est ça ça sert l'idée. ça sert à pas être abandonné, hein. Alors on sait Bien très bien que la sûr. toxicité, c'est quoi? C'est des À pas blessures. être abandonné, à être suffisamment aimable, à être rassuré. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent. Pourquoi on choisit ça, en fait? On choisit ça parce qu'on pense réparer la relation de papa-maman et en fin de compte, ou la relation ancestrale, je sais pas quoi, mais on reproduit en changeant juste un tout petit truc. Souvent, on change juste de personne, hein. On change juste quelque chose et C'est on ça. reproduit la même chose. Ou alors on se donne l'illusion qu'on est retourné dans une matrice rassurante et qui nous apporte tout, comme le ventre de maman, quoi, hein, 37 degrés, la bouffe, l'eau, les glouglous et d'être bercé en permanence. Et bah, on va vers quelqu'un qui nous fait miroiter, qui nous apportera ça. Ou on veut le croire aussi, hein, Ou parce on que veut c'est le croire. Ah, mais oui, 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 parfois on on le veut veut. le croire, on veut le Oui, croire. oui, Parce qu'en fait, on veut pas se voir. Mais le couple non, toxique, c'est souvent des blessures qui rentrent en relation tout et à qui te fait. renvoient la blessure de l'autre. Et plutôt que de Exactement. regarder en toi, tu accuses l'autre ou tu te soumets à l'autre. Il y a 2 Voilà. possibilités. Ou tu l'accuses ou te C'est soumets. ça. Alors que quand ça te renvoie à tes propres blessures, que tu travailles sur tes blessures et si l'autre fait la même chose, le couple grandit, il y a pas de Et toxicité. voilà. C'est pas un systématique. Même si tu essaies de réparer ce que tu as vécu, même si tu essaies de réparer ce qu'ont vécu tes parents ou même, avant, il y a
si tu regardes vraiment ce qui se joue, il n'y a pas de toxicité. La toxicité, elle est là parce qu'à la limite, elle te nourrit. C'est ta névrose qui te met des barrières pour pas qu'on y touche. Et comme ça, on ne touche pas ta névrose, tu as des barrières devant, partout, comme ça, tu es de plus en plus serré, tu étouffes dedans et tu étouffes dans la toxicité et tu ne t'interroges pas. Si personne ne s'interroge, et on se nourrit de ça, on se nourrit, mais on devient des morts vivants, on devient délétère, on n'a pas de vie, on est des survivants. C'est hyper compliqué et tu le croises dans beaucoup de couples, beaucoup de relations d'ailleurs, pas que Tout à couples, fait. mais Et beaucoup de ce qui est terrible, c'est que les névroses de l'un alimentent les névroses de l'autre, et c'est un cercle infernal en fait. On parle dans le livre de la personne qui souffre de la blessure d'abandon, qui est souvent en couple avec une personne qui souffre de la blessure de rejet ou de trahison ou d'humiliation, des choses comme ça. Et en fait, la personne qui veut pas être abandonnée est régulièrement heurtée par la névrose de rejet de l'un, et celui qui a la névrose, enfin la blessure de rejet, et se sent étouffé par la névrose d'abandon de l'autre. Et ça, à un moment donné, c'est je te prends, je te jette, je te prends, je te jette, je te prends, je te jette. Reprends-moi, ne m'abandonne pas, reprends-moi, ne m'abandonne pas. Bah, c'est horrible. Et ça, c'est ça qui est toxique, c'est ce truc. Alors après, à un moment donné, le tout, c'est de le voir, ça, et de se dire, ben, est-ce qu'à deux, on est capable d'en grandir de ça? Alors, on a tous ces blessures, je pense, hein, de naissance, hein. Bien Maintenant, sûr. elles sont pas sur le même dosage, la même intensité selon ce qu'on a vécu et elles ne s'activent pas de la même façon. La plus violente, c'est le trauma de la blessure de rejet. Celle-là, elle C'est est terrible ça. à Ah ressentir, oui, oui, hem, oui. elle est très, très violente. Mais toutes ces blessures, en fait, quand on regarde, vraiment ce qui se joue, on voit pas la même chose. On voit pas du tout la même chose et c'est enfin, je parle de couple parce que moi je reçois souvent enfin les gens parlent de leur couple. Hem, Dans les couples, il se joue des choses, que les gens ne Ouais. comprennent même plus. Ils sont Non, objets du couple. Ils tout sont à fait. l'objet du couple. Quoi. «Ah, j'ai plus envie de faire l'amour avec mon mari, ça fait 5 ans, 30 ans». Ils sont l'objet du couple, l'objet de la société, l'objet du «je te lève à 8 heures». Alors c'est vrai, on est obligé d'aller dans cette société, on est obligé. Mais d'abord c'est ce que je dis, je fais on a créé le couple, le mariage, on est tous dépendants affectifs de la naissance, mais on a créé le mariage en nous disant: «Vous allez l'être encore plus». Il faut savoir ce que dit monsieur le curé, il faut Et savoir ce que dit on va la légiférer, c'est-à-dire que ce sera autorisé d'appartenir à quelqu'un et d'être le propriétaire d'un autre. C'est voilà, posséder, légal, cette c'est possession, légal. je te possède, tu m'appartiens. Et là Voilà. et comment voulez-vous avoir du désir pour quelque chose qu'on possède? C'est horrible. Parce qu'au bout d'un moment, On ça a du devient désir pour quelque chose qui nous manque. eh oui, mais beaucoup de couples, dans ces couples ne veulent pas ressentir le manque, Non. parce que c'est la possession qui a pris le relais. Voilà. C'est la pro c'est et il y a une tristesse dans le regard de ces gens. Hem, il y a quelque chose qui est très poignant, une tristesse, c'est ils posent sur le divan quelque chose de très inexistant. Je suis là, mais je suis pas là, en fait. C'est ça. Je suis pas là, mais je sais pas quoi faire. Je suis là, mais je suis pas là. Je sais pas quoi faire. Ouais. J'ai plusieurs patientes, moi, près du même âge, qui me disent toutes, je sais même pas pourquoi je me suis mariée, c'est juste parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je le fasse. C'est terrible ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mariage ou pas d'ailleurs, euh, pourquoi on cherche à tout prix à se mettre dans un couple, à vivre avec l'autre, à appartenir à l'autre, à posséder l'autre? Bah parce qu'en fait, on nous dit que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Je crois qu'on n'a pas beaucoup dépassé l'époque où une femme, une fille, dès qu'elle devait quitter le domicile du père, devait se marier pour appartenir à quelqu'un, sinon elle n'était pas si tout, enfin elle n'était pas, elle était mineure toute sa vie, une femme, hein. Donc je crois qu'on l'a pas tellement dépassé en fait. Moi j'entends même des jeunes filles de 25, 30 ans dans mon cabinet qui me disent, ah, il me tarde de trouver quelqu'un avec qui je pourrais faire ma vie. Quoi faire? Ouais, tu une maison, un chien, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Une Et maison, moi un je leur chien, une voiture, des Et mômes. je leur dis souvent, avec beaucoup de bienveillance, oui, un chien, un crédit voiture, un crédit maison, un congélateur, les vacances à la Bourboule tous les 25 août de tous les ans. Voilà, et là, ça les interpelle, elles se disent, ah oui, oui, c'est sûr, ça fait pas rêver sur le papier. Ah non, ça fait pas rêver. Voilà, c'est une norme, oui, appartenons-nous. Mais ce que t'appartient, tu as même pas envie de faire l'amour parce que tu les entends, «Ah ben mon mari voudrait qu'on fasse l'amour» parce que les hommes, c'est souvent très mécanique aussi, hein. «Il voudrait qu'on fasse l'amour, tous les temps». Mais moi, j'en ai pas envie, fais-moi c'est une fois tous les 6 mois. Je fais: «OK, ça marche». Pourquoi vous restez pourquoi vous restez avec Il y a Mortimer. la dernière fois, Heureusement, il y a j'avais essayé Mortimer. sur la machine à laver, j'ai fait: «Ça va vous donner de l'élan». Non mais
Bah faut oui, bien détendre l'atmosphère. En fait, ce couple toxique, les gens s'en imprègnent et les gens ne veulent pas le quitter. Ils s'y non, accrochent. Ils s'y oui, accrochent comme une bouée d'un air de dire: «Si oui, je quitte ça, je suis abandonné parce que je oui, ne sais plus rien». Mais en oui, fait, ils n'ont pas compris que c'est en étant là-dedans qu'ils sont dans le plus rien. exactement. Mais attention, on le vend à dès le plus jeune âge, on le vend aux gens ça. Quand tu auras ton bac, tu feras tes études, tu passeras ton permis, tu te marieras, tu auras des enfants. Que C'est disent les normal, enfants? Tu leur poses la question, alors je sais pas si c'est 6 ans, mais ouais, enfin dire 6-8 ans. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tous être pompiers, ouais. ça c'est clair, tous Moi, le être mien, mariés. il va Les être mecs, pompier, pirate, gendarme. Voilà. ah voilà, voilà, tout est des trucs bien réglés, sauver le Ah oui, monde. il est Ils veulent pompier, tous être pirate, pompiers. gendarme, le mien. Ouais. Généralement être marié avec, avoir un ça aussi, voilà. C'est tout ça. En fait, on est formaté, pour avoir tout ça, mais à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a de la jouissance, parce que la jouissance, elle va même dans la perversion, dans la manipulation. Mais il n'y a plus de sublimation, en fait. Bah Heu, non. En fait, même quand on fait l'amour pour jouir d'un autre, mais ça s'arrête là, quoi. Mmh. On a joui d'un autre, comme on jouerait même de toute façon bientôt avec les intelligences artificielles, on va voir les poupées gonflables qui jouent. Donc ça sera très bien, ça sera très maintenant il y a même les psys Ah en oui, IA. Alors on y a, ça me fait vraiment j'adore. marrer parce que là, ça montre vraiment que la psychanalyste n'a pas besoin d'émotion, c'est vraiment de la merde, quoi. Enfin je veux dire, Un robot, c'est un c'est robot. un robot, il te répond. Il te répond, je fais: «Ah la Et vache, lui, mais» il a une attestation en plus. ah oui, lui Oui. il a une Ah oui, attestation. il a fait une formation, le robot, lui, hein. Ah Oui. putain la vache, on est mal barrés. Ouais, voilà. Mais on fait une formation, enfin on fait une transmission et je pense que c'est la plus belle des choses. Alors moi, j'ai pas fait psychanalyste, pour être psychanalyste au départ. Je l'ai Non. fait, j'ai fait mon analyse parce que j'en avais le désir, parce que j'ai rencontré par hasard, que la pédiatre de mes enfants était analyste et puis parce que ça s'est fait comme ça. Je me suis pris au jeu, j'ai vraiment, ça m'a apporté énormément de choses et un jour, je prends mon téléphone, je fais: «Ça y est, je m'installe». Elle a rigolé. Elle fait: «Je le savais». Donc voilà et ça, c'était le moment alors où tu t'installes, mais ce n'est pas le moment où tu es psychanalyste parce que tu ne l'es jamais. C'est le moment où tu es prêt à accueillir d'autres, parce que tu le ressens et elle, elle l'avait ressenti aussi, elle le savait. Alors elle était, lacanienne par, définition, elle le savait, elle l'avait ressenti et après tu continues ton chemin, tu vas dans les lectures, tu vas dans les interrogations, tu vas dans les questions, tu te légitimes pas au départ, tu te demandes d'où tu es avec toutes ces émotions ou qu'est-ce qui se passe? Et puis Mmh. petit à petit avec le temps, tu en fais quelque chose qui t'appartient. Tu relis les lectures 20 ans après, tu les lis pas de la même façon et Ah tu ça, c'est n'écoutes sûr que pas de moi, la là, même je relisais, des ouvrages que j'avais lus, pendant, bah, ma formation parce que j'ai eu besoin de me légitimer à un moment donné. J'ai eu tellement peu confiance en moi qu'il fallait que je me cache derrière, j'ai fait un beau lapsus là, cacher, me cacher derrière un cadre scolaire. Bon, mais c'est OK, je l'ai compris, j'en ai pris conscience, et je l'assume. On nous donnait des livres, imposés, hein, à lire, selon qu'on était, en première année, en deuxième année, enfin bon, voilà. Je les ai lus, très scolairement, c'est la penseuse qui les a lus, j'en ai fait quelque chose d'intellectuel, j'ai appris des trucs, c'était sympa, c'était bien. Et là, il y a un ouvrage que j'avais particulièrement aimé, c'était Totem et tabou de Freud, j'avais bien accroché. Et j'ai voulu le relire. Et ben, je l'ai pas du tout relu de la même manière. J'ai mis déjà 4 mois et demi à le lire parce qu'à chaque page, je posais le livre parce que ça touchait quelque chose en moi, ça me faisait une émotion. J'allais chercher ce que ça voulait dire sur les croyances, sur, les choses qu'on développe pour se rassurer les uns les autres, nos doudous. Voilà et j'ai ça n'a rien à voir. Relisez les livres bien longtemps après, juste parce que vous avez envie de les lire. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attire, qui vous a parlé à l'intérieur. C'est complètement différent. Ça remplace pas, une lecture scolaire. Enfin, je veux dire, une lecture scolaire remplace pas ça, c'est pas possible. mais non, c'est pour ça quand on te dit: «Faut lire tel livre, ça va vous apporter quelque chose», eh bien non, je suis désolée. Ça va apporter aux penseurs, mais ça va rien apporter à Oui, ça m'a l'analyste. appris des choses scolairement parlant, Ouais, mais oui, mais moi ça m'a enfin j'ai lu Freud à 18 ans, puis enfin je sais pas, enfin bref, après j'étais à l'université, mais peu importe, je veux dire, ça ne sincèrement, je alors tout parcours sert, puisque indirectement, mais ce n'est pas là que ça s'est déclenché et c'est pas là, hem, que j'ai trouvé alors c'est vrai
vu mon grand âge, à mon époque, ce qu'on disait, c'est que pour être psychanalyste, ça va se faire sourire. Il fallait avoir plus de 50 ans, j'étais morte de Ah rire. merde, c'est À mal l'époque, barré. c'était la barrière. Il y avait des écoles, mais elles n'étaient pas obligatoires, il y en avait très peu et en même temps, c'était des écoles sans être des écoles. En fait, on n'était Ouais. pas il n'y avait pas d'obligation et c'est vraiment c'était le truc qui se disait en premier et ça me faisait vraiment maintenant ça me fait sourire en fait quand j'entends ça, je me dis que maintenant, pour moi, il faut aller à la profondeur de soi, au plus profond de soi-même Moi, tu et vois, qu'on ne peut pas dis je regrette pas de l'avoir fait cette école quand même parce que j'ai pas la science infuse. Il fallait quand même à un moment donné que j'avais besoin enfin, d'avoir un apport intellectuel, quelque chose que je ne connaissais pas. Ça m'a appris des choses quand même, hein. Je crache pas dessus, attention, hein. Et quand j'ai commencé au cabinet, je me reposais énormément sur ce qu'on m'y avait appris, comme si c'était ma bouée de sauvetage et que sans ça, je me serais noyée. Puis au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que certes, ça m'avait apporté des connaissances, mais que c'était pas avec ça que je travaillais. C'était Mmh. avec les émotions que je ressentais, c'était avec le transfert contre transfert. Je me suis permise de mettre mon style, enfin, je sais pas, ma patte, comme l'artiste le ferait sur un tableau, à l'intérieur de mes séances. Et ça, l'école me l'a pas appris, en fait. Ça, il a fallu que je Dans l'école, elle te ressente. dit l'inverse, hein. Elle te dit l'inverse, elle te dit de respecter, ce qui est scolaire. Moi aussi, j'ai fait un peu, mais moi, j'étais le cancre de la classe. J'aime bien dire ça. C'est-à-dire que je m'interrogeais sur ce qu'on Comme c'est disait pas. étonnant! Je m'interrogeais sur ce qui n'était pas dit et plus que ce qui était dit. Voilà, bah, comme c'est étonnant, ça me ressemble bien. Ça a été ma période scolaire. Même à l'université de Montpellier, c'était ma période scolaire, dans la psycho aussi. Puis mais je pense que sincèrement, enfin non, enfin, peut-être que je rejette ça, j'en sais rien, peu importe, chacun son histoire. Mais, vu ce que je vois maintenant, les gens qui se cachent derrière ça, qui veulent à tout prix se légitimer dans ces écoles qui se servent de cette légitimation pour, autoriser les gens. Je vais aller loin. J'ai même vu une association avec une école soi-disant réputée, menacer ces psychanalystes de leur retirer leur attestation. J'ai trouvé ça parce qu'ils ne faisaient pas, ils partageaient des mails qui ne devaient soi-disant pas être partagés bien après, leur analyse terminée. Donc j'ai vu des choses comme ça, assez monstrueuses, assez dogmatiques et qui ne me ressemblent pas parce qu'un psychanalyste, on doit l'aider à s'envoler, à se découvrir lui et non l'enfermer dans bah, c'est moi le chef, c'est moi qui décide et ton truc là, ton papier que je t'ai donné qui a été fait chez Vistaprine telle date, qui m'a coûté 1,50 € et je t'ai fait payer 3 000 €, je peux te le reprendre. Allez, Non, mais surtout qu'en plus, on fait tous une analyse pour essayer de se détacher et pour essayer de tuer nos parents, finalement, de se détacher du maître, de se détacher du surmoi parental, de devenir nous et de trouver qui l'on est, nous, en sortant de l'identification à papa ou à maman ou à quelqu'un d'autre, enfin. Trouver notre unicité. Et on dit aux psychanalystes, qui ont passé des années et des années sur un divan à essayer de chercher qui ils sont en sortant des modèles matriarcal et compagnie, finalement à guérir de notre éducation presque. Et on leur dit: «Attention, vous devez respecter, le maître, de l'école. Vous devez» finalement on les renferme dans un surmoi, on les renferme dans une règle à suivre alors que sur le divan, on veut, s'émanciper, de nos pères et nos mères, quoi. Donc c'est je sais pas, moi je vois quelque chose, qui va pas là. Bah, c'est peut-être moi, c'est peut-être, qu'est-ce qu'on fait dans l'éducation de l'enfant? C'est parce que tu parles d'éducation. On l'éduque pour être un bon objet, d'accord? oui, On lui apprend à ne pas sortir ses émotions n'importe comment. Alors moi j'étais une mère, avalante. mmh, Mais maintenant, je ne suis pas une grand-mère pareille. C'est-à-dire ma petite fille, je la laisserai plutôt s'exprimer ses émotions et essayer de les comprendre et de les définir, pour qu'elle sache elle-même quoi en faire. Quand on bloque l'émotion d'un enfant en lui disant: «Non, là, de toute façon, tu ne fais pas», hein, pour moi, l'enfant, il ne sait pas. Pourquoi il retient l'enfant objet retient que l'émotion est bloquée, qu'il ne faut pas faire, mais en même temps, tout ce qui a été bloqué, qu'il ne fallait pas faire, il va le refouler. oui, Sans l'avoir compris, mais c'est pas l'avoir compris avec le penseur, sans l'avoir compris avec les tripes. Alors que s'il veut se rouler par terre pendant 5 minutes, ben moi je me roule par terre avec elle.
c'est pas grave, comme ça on fait Ça dérouler la m'étonne tête. pas, Casimir, toi tu Voilà, les enfants, voilà, en fait, mais j'ai pas la même attitude parce qu'en étant mamie, on n'a pas la même attitude que quand on est maman et j'ai pas les mêmes contraintes non plus. Donc c'est plus simple. Mais tu vois, même l'éducation que l'on met, quand on éduque, quand on dit qu'on veut canaliser les émotions de l'enfant, pour moi, on ne doit pas les canaliser. L'enfant doit apprendre à les comprendre. Et c'est pas du tout la même chose. Alors c'est vrai que les parents, quand ils rentrent, ils en aura le bol. «Bon là, tu m'enquiquines, t'arrêtes, tu fais ça, tu vas au coin. T'arrêtes, tu fais ça, tu vas au coin. T'arrêtes, tu» bon, l'enfant, il fait ça, il se roule par terre ou il va au coin. Voilà. OK, j'entends, il faut le faire. On le fait aussi parce que les parents sont fatigués, il y a leurs émotions, mais on pourrait aussi s'interroger sur ça. Alors attention, je suis pas pour l'enfant roi. Je demande je Ce que je souhaite, c'est porter les gens à une certaine interrogation. Je n'ai pas de ligne de conduite. Mais l'enfant, peut-être que par moment, les parents sont assez libres, même si c'est pas tout le temps, pour ouvrir l'enfant à la connaissance de ses émotions et lui apprendre que personne ne les canalisera dans sa vie. Elles doivent être libres. Et que cet enfant, il sera toujours là. Il sera toujours, il aura toujours envie de planter des curcumas dans les jardins de la vie. Euh, il aura toujours envie de planter ça, bon, c'est pas la saison, hein, m'en demandez Non, pas, le prochain sera la gendarmerie de Malesherbes. il a été Julien, commandé déjà, il est non, commandé. j'ai commandé. Me planter des curcumas ou de je sais pas moi, de faire des bulles, de savon, C'est je clair. sais pas, ça fait pas de mal, c'est rire, c'est être libre et c'est laisser votre enfant vivre parce qu'à force de cloisonner l'enfant, l'adulte chiant qui a mis une armure, il le détruit, il le bouffe, il l'emprisonne et ce n'est pas, c'est pas gérable. Il faut laisser cet enfant vivre. On en parlera d'ailleurs avec l'interview avec Moussa Namati de cet Oui, enfant qui doit être libre. Il doit être libre, il doit ressentir ses traumas, il doit ressentir ses blessures, il doit ressentir son monde d'enfant, il doit pouvoir chanter l'île aux enfants, il doit pouvoir danser comme Casimir, il doit pouvoir faire des pâtés, planter des cactus, peut-être pas, mais il vaut mieux planter des curcumas. Euh, il doit pouvoir jouer aux gommettes, jouer à la peinture, enfin, il doit pouvoir être libre. Pourquoi on enfermerait ça derrière un adulte? Pourquoi faudrait pas, en fait? Pourquoi faudrait pas? Pourquoi on devrait s'enfermer? Hem, je sais pas, nous, nos enfants sont libres, hein. Ils s'amusent oui, bien d'ailleurs dans la Drôme, hein. oui et oui, d'ailleurs, il s'amuse très bien. C'est ça, la piscine, tout à coup, il y a le tsunami. Bernard, si tu nous écoutes. Ouais, ouais, j'ai tout préparé aussi, j'ai ramené plein de trucs. Du coup, oui, oui, non, puis en fait, moi je me rends compte, voilà, je suis maman d'un petit garçon de 7 ans, donc je suis immergée dans ce que tu décris tous les jours. Et en fait, je me suis rendu compte que dès lors que je lui disais: «Arrête, c'est parce qu'il exprime une émotion qui venait heurter une des miennes. Oui, Son impatience, son refus de la frustration, c'est un enfant, il apprend à être frustré, hein, il faut pas que je me plaigne, il est quand même assez, tolérant à la frustration. Mais, dès lors que je sens qu'il est en train d'exprimer ou de manifester une émotion qui va venir déranger ce que je suis au moment voulu, ah! C'est là où je lui dis d'arrêter. Mais en fait, je lui dis juste: «Arrête parce que ça me dérange, ce que tu exprimes me dérange». On devrait pas, enfin, il devrait pouvoir s'exprimer, si ça me dérange, c'est mon problème, quoi, c'est pas le sien. mais on fait ce qu'on peut, Céline, parce Mais qu'on a oui, aussi je des sais. émotions Alors après, et des fois, on rentre de 14 heures de travail, on a le repas à faire, les devoirs à finir, la maison à nettoyer. Je comprends tout ça, hein. C'est mon deuxième. Ça fait 18 ans que je suis maman, je sais, hein, c'est compliqué. Mais oui, je suis pas la même maman avec le deuxième que je l'ai été pour le premier, parce qu'il y a eu 11 ans entre les deux et une analyse faite entre les deux, donc ça change tout. Mais oui, oui, c'est sûr que j'essaye autant que faire se peut de nommer avec Valentin, le petit, ses émotions, d'essayer de faire en sorte qu'il puisse les exprimer, les belles comme les mauvaises, hein, parce que enfin, quoi qu'il y a pas de mauvaises émotions, mais celles qui m'animent et celles qui me dérangent. Voilà, c'est plutôt ça. alors même si tu peux pas, il suffit des fois le soir de prendre un livre et d'en parler alors même si l'enfant voit que c'est pas ce qu'il joue, il comprendra que ça existe en fait. Bien sûr, Hein, il se comprendra qu'il n'y a pas à les canaliser ces émotions qui plus tard, bah, de toute façon c'est comme ça, on est tous névrosés, plus tard il apprendra à les connaître ou pas, hein, il fera ce qu'il veut, hein, peut-être qu'il voudra pas. Il aura la possibilité d'apprendre à les connaître, d'apprendre à les ressentir et d'apprendre à les placer. c'est Hem, ça. il y a un temps pour tout, on est tous Oui. on est tous alors ce que j'aime pas, c'est quand le psy me dit,
tu as un collègue qui te dit: «Ah, tu sais, quand il y a une connerie faite, j'aime bien les gens: «Ah mais je suis humain!» Ah bah oui! Ah bah oui, ah bah voilà, j'adore. Alors l'humain fait que des conneries. Bah Non, oui, mais c'est pas ça. En fait, tu oui, peux tuer ta voisine et tu oui, dis: «Oh, c'est humain. je veux dire à la gendarmerie, mais je suis Ah bah oui, je suis humain. le Voilà. le grand dédouanement. Alors évidemment qu'on est tous humains. D'abord, on est humain avant d'être psychanalyste, mais être psychanalyste nous amène à comprendre cette humanité quand même. Oui. Donc quand on te dit: «Oh, je suis humain» ou «On est tous humains», ça veut dire: «Mais ferme ta gueule là, j'ai pas de réponse et tu m'emmerdes quoi». Enfin, bah, dites-le clairement, au moins on comprendra. Parce que moi, c'est un truc que je dis jamais, «Je suis humaine», ça veut dire que je ne veux pas dans ces cas-là, on ne veut pas donner suite à la conversation, on n'a pas forcément de réponse, on ne veut pas aller chercher dans nos émotions que ça heurte. Évidemment qu'on est tous humains. On veut pas reconnaître ce qui s'est joué en nous à ce moment-là, c'est tout. Évidemment qu'on est tous humains, mais alors on est humains, mais on est aussi, enfin toi et moi en tout cas, psychanalystes et on n'est pas psychanalystes, enfin toutes les 2, quand on qu'au cabinet, c'est-à-dire même, Non. on l'est en dehors, hein. Hem, Hélène l'a constaté, mon amie médecin, l'autre fois, elle prend le fauteuil par inadvertance, je fais: «Ah, c'est mal barré». Tu manquais? Elle me fait: «Ah ben je m'en doutais ça en partant». Je lui fais: «Bah voilà, prochain coup quand tu veux». Voilà, on est enfin, toi et moi, on est analystes. Puisqu'on Tout le travaille avec temps. nos tripes, Mmh. on y est tout le temps. Alors, on se retient, moi je me retiens avec mes enfants parce que, hem, ils sont pas prêts à entendre et quand j'essaie, je vois qu'ils veulent pas. Ça passe pas, ouais. Ils veulent pas toucher à ça. Voilà, ils veulent pas, ils veulent pas. Bon OK, je ferme la porte de ce côté-là et je reste, ils veulent la maman telle qu'elle était maman et cetera. Déjà, il y en a un qui m'accepte Asexuée, la maman vierge et asexuée. non, il y en a un qui m'accepte femme quand même sur les 2, Ah! donc c'est déjà bien. L'autre, on verra avec le temps. Déjà bien, mais pas analyste en fait, ça non, ils sont pas prêts. Bon, bah, ils ont le droit de pas être prêts, donc je le Tout fais à pas avec fait. les gens qui sont pas prêts. Heu, mais moi, je m'interroge énormément par contre de l'autre côté, même si je ne transmets pas. Je On en parle ensemble d'ailleurs de ce qu'on ressent dans nos familles respectives et cetera. Mais par contre, que ça soit avec nos amis ou quoi, on rebondit enfin, moi je rebondis toujours même si l'échange même si l'autre n'est pas prêt à entendre quelque chose de psychanalytique parce que des fois je suis assez heurtante, je l'entends, non? Ouais. Ça peut Hem, t'arriver, oui. Ça peut m'arriver, hein. Hem, Moi je suis prête à le ressentir, à m'y interroger en tout cas Tout à fait. et ça je le fais tout le temps. Bien Je sûr. pense que tu as remarqué que Ouais, ça, et puis toi maintenant, on le fait tout le temps toutes les 2 en fait. ouais, toutes les C'est 2. devenu un automatisme, Mmh. c'est devenu, on fait ça tout le temps, Ouais. non? Ah bah oui, oui, on regarde encore ce matin, après ma Oui. grasse mat, on était encore en train de le faire, donc Tout le temps, mais dès que ça nous prend, dès que quelque chose nous a interpellés, a touché une émotion, cette émotion, elle prend le chemin où on a envie de travailler, de lancer une analyse dessus. On sait que c'est peut-être une analyse qui a pas de sens, enfin qui a que le sens de l'instant, mais peu importe, elle nous ouvre un chemin qu'on connaissait pas et comme il y a un chemin qui s'ouvre, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre et on reste pas bloqué, enfermé et c'est comme ça que ça marche l'être humain pour nous, tout à fait. non? Bah oui, oui, moi je suis d'accord avec ça. Après, c'est sûr que je suis humain, hein, c'est facile à dire, hein, c'est pour se dédouaner, ne surtout pas regarder ce qui s'est joué au fond de nous, ne surtout pas comprendre qu'on a agi parce que notre névrose nous a poussé à le faire. Ça nous obligerait à voir notre névrose, ce serait bien, bien con. Donc voilà, je suis humain, oui, c'est ça, oui, Il y a beaucoup qui veulent pas voir leur c'est névrose, hein, comme tu on sais? n'a qu'une vie, hein, attention. Ouh, on n'a qu'une vie. Ouais, ouais, d'accord, super. Oui, il La faut phrase rajouter toute du temps. faite. Mais être humain, on est tous humains, mais ouais, non, il paraît que les psychanalystes sont plus névrosés, donc ça me fait beaucoup sourire quand Ils j'entends sont ça. plus névrosés? Ah, je Oui, savais ah ouais, pas. ah ouais, D'accord. c'est un miracle. Un miracle. Et ils J'ai sont dit quoi qu'elle alors, allait me psychotiques? sûrement, Ah bah, j'ai oublié, ouais, c'était pas l'un et l'autre, à la limite peut-être, enfin bon bref, on verra. Ils sont plus névrosés alors qu'en fin de compte, un psychanalyste est névrosé et puis il le sait normalement, il n'a pas à fuir, à fuir cette idée ou alors ils font de l'EMDR, ce qui me fait beaucoup rire aussi. C'est-à-dire Heu, que l'analyste, il est conscient de sa névrose, il l'a comprise, il l'a placée, enfin normalement, c'est pas oui, je dis pas que c'est facile à faire, hein, mais il est censé l'avoir comprise, l'avoir placée, la voir s'activer au moment où elle s'active, comprendre quel mécanisme elle nous oblige à le «c'est plus fort que moi», elle nous oblige à passer dans un acte qui, eh bah, est plus fort que nous. Ma névrose a voulu un doudou, elle m'a obligée à faire ça, en gros, c'est ça, hein, mais bon, voilà. Et de se dire que, ben, parfois on arrivera à la dépasser parce qu'on en a conscience. Parfois on n'y arrivera pas, ben, c'est pas grave, mais au moins on est conscient qu'on a agi névrotiquement ou dans l'effroi d'un trauma ou voilà.
C'est ça, en fait. Alors dire qu'on n'est plus traumatisé, plus névrosé, non. C'est peut-être juste qu'on a fait monter cet inconscient au conscient et que du coup, on le voit, on voit ce qui joue en nous, on voit ce qu'il est en train de produire. Et parce que nous, on fonctionne comme ça maintenant, on s'interroge dès qu'on va pisser, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est comme ça, nos émotions, on les ressent et à chaque fois, on s'interroge et on est capable de sortir 500 livres d'ailleurs. On s'interroge à chaque fois sur nous et on se dit: «Ça, tiens, ça s'est réactivé. Pourquoi?» Alors dans le déni, des fois, il y en a une des 2 qui disent: «Ah, tu as vu, ça s'est réactivé chez toi». «Non, non, 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 non». «Mais si, si, C'est bah clair. si, Bah oui, bah bah, ce si non, non, non là veut dire oui, 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 et oui. je comprends que tu veuilles dire non, non, mais 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 si, oui, si». voilà, mais pourtant moi je te dis que si. Ah d'accord. Alors et c'est bien parce que c'est à force de se questionner comme ça qu'on ressent au fond de notre tripes à chaque fois que ça se réactive. Ouais, exactement. On est content Exactement. et quand on C'est ne sait c'est un vas-y? entraînement, c'est comme un exercice d'un athlète, quoi. C'est à force, à force, à force, malheureusement, d'en chier, d'en souffrir, d'en pleurer, de se tromper, de répéter, de parce qu'il y a encore des choses que j'ai compris, je pense que je vais répéter. J'ai pas en il me faudra encore quelques répétitions. Je crois que Eh tu as ben, besoin. c'est pas grave. Eh ben, c'est pas grave. Mais j'en ai conscience. Voilà, j'en ai conscience. Je sais que je risque d'agir névrotiquement, je sais que je risque de répéter quelque chose, bah, c'est pas grave. Mais cette fois-ci, je le sais. J'ai voilà. Ben moi, je pense que je ne répéterai plus. Enfin, si je répète, ça sera à forme de test, en ayant Ouais, conscience de tester, oui, mes limites oui, de répétition, mais ça sera dans la conscience de ça. Donc ça oui, tout sert à je ne fait. rép voilà, ça sera pas différent, ça sera la constance. Est-ce que là, tel que je suis maintenant, ce qui va se jouer va être une répétition ou pas? Moi, tu vois, maintenant, j'ai besoin de répéter quelque chose pour constater que j'ai bien identifié ce qui s'était passé et que je souhaite faire autrement. C'est comme si je me mettais à Alors l'épreuve. c'est pas une répétition là, attention, parce que tu vas pas répéter de la même façon. Non, Tu as mais j'ai envie de besoin voilà, tu as envie de pour rejouer. voir pour me tester. C'est Voilà, con, hein? pour voir si en Consciente. étant mais c'est même pas consciente, en étant ressenti dans tes tripes que quelque Oui, chose se rejouait de la même façon depuis très longtemps, en ayant senti, tu veux savoir si tes émotions vont réussir à prendre le chemin qui sera pas celui de la répétition, en fait. exactement. Parce que c'est pas le Non, penseur j'ai il besoin de vérifier. Là, c'est presque expérimental, c'est presque scientifique, là. J'ai enfin, l'hypothèse, mais il faut que j'aille ne vérifier. moi aussi je pense que c'est la même chose. Ne raconte pas, Non, enfin non, si à moi non, oui, mais non, non, mais voilà, c'est ça, c'est, tu as j'ai voilà, je l'hypothèse et sais tu veux pas. savoir ton inconscient, Mmh. est-ce que tu vas l'avoir assez, saisi, Travailler, ouais, assez travaillé pour qu'à ce moment-là, de lui-même, ouais, il t'envoie un autre message émotionnel. exactement. Il ne me pousse pas à faire ce que je faisais toujours. Exactement. Ouais, ça va être une super expérience pour le livre. Tu seras derrière moi, hein, si je me Ah recasse oui, la bah oui, gueule, bah oui. faudra me Mais porter, c'est une hein, super mais expérience pour le livre, mais je pense que pour l'instant tu répètes pas. Enfin, parce qu'à chaque fois c'est c'est le penseur qui essaie de retenir. Je ressens que c'est le ouais, penseur bien qui essaie sûr. de retenir la non répétition, savoir ce Exactement. que dans quoi l'émotion va t'envoyer. Je sais pas, Mmh. surprise. Mais je pense qu'à partir du moment où se pose cette question, tu as déjà la réponse, non? Bah, bien sûr. Hein, tu as C'est déjà une la question réponse. rhétorique, j'ai la réponse à l'intérieur, mais j'ai besoin Tu as de cassé la chaîne. Oui, tu as besoin de j'ai tester, tu as besoin besoin de de le mettre vivre dans mes tripes. Le penseur, ça me suffit pas. Il faut que j'aille le ressentir. dans ton corps, c'est-à-dire tu as besoin de mettre les mains sur le four pour Ouais, sentir pour les voir que choses. ça brûle plus. Voilà. Voilà. Tu as besoin de sentir voilà, Ouais. tu peux pas faire le MDR. Oui, tu as besoin de c'est con. Ah, c'est con pour toi. Ah Tu as non, besoin de pourtant, ça a ressentir pas ce été par un coup de changement. baguette magique, il a fallu, plusieurs, Tu as besoin de mois. savoir où ça va t'emmener, toi, maintenant, mais Ouais. pas la penseuse, parce que la penseuse, Non. tu peux la diriger, mais tu as besoin de ressentir. Ouais. Mais c'est normal parce que c'est dans tout ce quand on pense que c'est la pensée, qui fonctionne, c'est pas vrai du Non. tout. C'est-à-dire, c'est quand tes tripes Oui. auront pas conscientisé, auront ressenti quelque chose, Oui. qu'elles agiront différemment ou pas. Et c'est là, Exactement. tu vas être, tu veux regarder, tu veux Oui. ressentir Oui. et voir ce qui se joue vraiment. Oui. Mais peut-être je me trompe, hein? Non, c'est très bien. Mais Non, je non, ne détiens aucune vérité, mais je voilà. Je vais faire mais une ça, c'est expérience, je vais faire les frères Bogdanov, je vais faire une expérience. Comment ça marche? la vache! Excusez-nous. Excusez-nous. Excusez-nous, là, on est parti dans nos tripes, non, mais c'est en fait, c'est comme ça que devraient se passer les choses. C'est-à-dire que quand quelque chose, on sent qu'on peut pas se
qu'une situation n'a pas été, on a besoin d'aller jusqu'au bout de cette Ouais, histoire et tant qu'on n'a pas été au bout de cette histoire, on ne peut pas la lâcher pour raison émotionnelle X qui est personnelle à chacun. Mais quand on a tout mis, émotionnellement, quand on a touché les petites pointes émotionnelles, qui se lient entre elles, qu'on a dénouées, qu'on a réussi à en ressentir un sens, parce que c'est pas toujours en mettre un mot, c'est on ça. se dit qu'en ayant dénoué tous ces fils, peut-être que les plombs vont pas sauter en fait. Peut-être qu'on va aller dans quelque chose d'autre. Alors c'est ton interrogation, mais pourquoi Ouais, pas? Pourquoi pas en ayant des alors tout en sachant qu'ils peuvent se renouer aussi, mais tu le ressentiras oui, je pense. et je suis très curieuse de je suis très curieuse de ce qui se passera. Je te raconterai au prochain épisode. Enfin, ouais, ça, c'est une histoire longue. Ça sera long, hein, mais Bah, écoute, ça sera long, mais c'est intéressant parce que je pense que c'est là, la psychanalyse, c'est aussi des recherches et les recherches, elles sont on essaie de mettre des mots dessus parce que il faut bien quand on écrit, on met bien des mots, mais moi, on bien sûr. n'écrirait jamais le même livre de la même façon. Non, On essaie de mettre des mots dessus, mais c'est pas les mots, en fait, la psychanalyse, elle se ressent jusqu'au fond de ses tripes. Là, je vais davantage dans Jung. Pourquoi Lacan mettait des mots superbement intelligents que tout le monde ne comprend pas, que chacun interprétait de sa façon, en disant: «Ah, ça y est, moi j'ai compris Lacan, toi, tu es qu'un con parce que tu as rien compris». Pourquoi il y a eu tout ce jeu, autour de ça? Pourquoi cette inaccessibilité qu'il a mis? Il y a bien un sens, hein. Ça ressemble bien à l'inconscient sur lequel on ne peut pas forcément mettre des mots et puis pourquoi Jung a été dans le sens très spirituel aussi? Pourquoi Freud a dit tout et son contraire dans ses certitudes? Mais c'est parce qu'il n'existe pas de mots, il n'existe pas d'écrit, il n'existe pas de vérité unique en non. psychanalyse. C'est ce qui fait la psychanalyse. C'est qu'il y a pas, d'abord j'avais passé dans mon poste, il y a pas d'unicité. Ce n'est pas possible. Cette unicité n'existe pas. Il y a pas de vérité, il y a pas d'unicité. Ça, c'est impossible et la psychanalyse, quel est le but ultime de la psychanalyse si ce n'est la recherche? C'est ça. C'est exactement ça. Et quand moi, des fois, j'entends qu'on te dit, c'est un peu facile à dire d'ailleurs. Ah oui, mais ce que vous dites, vous ne collez pas à ce que disent les maîtres, il faut s'en tenir à ce que disent les maîtres. Bon, je schématise un peu, hein, mais c'est un peu ce qu'on te dit des fois, parfois, quand tu oses proposer une pensée, sans jamais en faire une vérité. D'ailleurs, je pense que tu es toujours honnête à ce niveau-là. Et on te répond, ah, mais vous sortez du rang des maîtres. Ah, bon. Si on reste toute sa vie dans attention, tu vas tomber, mets ton bonnet dehors, il fait froid, ce que nos parents nous sortaient comme vérité ultime, comme ma mère qui disait qu'il fallait absolument pas voyager au mois de février parce qu'il y avait de la neige. Bon, c'était sa vérité à elle. Je l'ai cru très longtemps d'ailleurs. Il y a que 2, 3 ans que j'ai osé sortir du rang du maître d'ailleurs, mais bon. En fait, il y a un moment donné, on dépasse pas euh, on n'essaye pas d'avancer au-delà de ce que nous proposent les maîtres, sans jamais renier ce qu'ils disent. Ils nous ont apporté des choses. Sans eux, on n'en serait pas là. Bien sûr qu'il faut s'en référer à ce que disaient les maîtres et apprendre. Alors, Freud, Lacan, et j'en passe. Il y a même pas que. Il y a des grands hommes de la psychanalyse et des grandes femmes aussi, attention. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a. Qui nous ont proposé des choses très intéressantes et ne les renions pas. Mais et si nous cherchions, parce que c'est en ce sens-là que je te rejoins, Anne-Marie, sur la recherche, et si nous cherchions à développer ça, à aller un peu plus loin, à se servir de ces racines-là pour essayer de faire pousser la plante. Et après tout, Freud nous a donné les clés et à nous de continuer à... Parce que c'est très jeune la psychanalyse. C'est pas des mathématiques qu'on date du temps hellénique, hein, attention, hein, ça a un siècle, quoi. Donc, Mais ils sont décédés, que ça soit Freud, Lacan et les autres sont décédés avec des incertitudes. mais bien sûr, Tout le monde balance leurs bouquins avec des certitudes. Alors, les bouquins interrogent, ils sont là pour ça, c'est l'idée. Mais ils sont décédés avec des incertitudes. Alors, quand tu sais, quand on a partagé le poste en disant l'association, enfin, quand on disait des parcours de transmission, euh, on ne s'autorise que le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même et il ne peut s'y autoriser qu'à un certain moment de sa cure, qui sera dans le regard de l'analyste et l'analysant devenu une évidence d'inconscient inconscient, sans aucun faux self, ni d'un côté ni de l'autre et sans dogme. Il existe autant de savoir que de psychanalyse et d'interrogation que de possibilités. Il n'existe de ce fait aucun savoir lisse et commun. c'est ça.
Alors, ça, c'est hyper important de le dire. Le principal objectif n'est-il pas de revitaliser la recherche psychanalytique sans jugement, en mettant à l'épreuve de l'élaboration collective le savoir Voilà, supposé du voilà. psychanalyste qui est toujours à renouveler? Mais Parce qu'il exactement. y a pas Et de puis, on vit plus en 1920, à l'époque de Freud, en Autriche. La société a changé. euh, il y a des modèles familiaux nouveaux qui déclenchent des blessures et des névroses qui n'existaient pas à l'époque. Ben, on n'avait pas deux parents hommes ou deux parents femmes en 1920. Aujourd'hui, ça existe. Voilà. Après, il n'y avait pas le divorce en 1920. Enfin, bref, il y avait d'autres choses, bien sûr, mais de terribles aussi. Mais ça bouge. Ça bouge. Il faut faire bouger les choses en même temps, sans renier ce qui a été une mine d'or pour nous, enseigné par et découvert par Freud, Lacan et j'en passe. Mais essayons d'en grandir encore une fois. Alors bien sûr que des fois, ça demande à se détacher un peu de ce que disaient et pensaient les maîtres, mais enfin c'est pas Dieu, quoi. Ils n'ont pas fait la Bible, après tout. je pense que s'ils étaient encore là, même si ce n'est que supposition, ils changeraient encore d'avis, ils auraient évolué parce que la société a évolué. Mais Ils bien auraient sûr. remâchouillé, redigéré, et les Lacan de maintenant et les Freud de maintenant, ce ne traitent pas des hommes dans le patriarcat. Peut-être qu'ils auraient À avancé. Il ne faut pas savoir. oublier qu'il y a une époque où on mourait à 40 ans, il y a une Bien époque où sûr. tout le monde était enfermé le soir, à 50 ans, tout le monde était avec la soupe, au bout de la table et personne ne se parlait. Donc la société, elle évolue, on est obligé de la prendre en considération. La psychanalyse, c'est vraiment important et puis c'est ce qu'on dit si, c'est ce qu'on disait avant dans l'association, maintenant je pense qu'on va le dire aussi toutes les deux, mais si on peut pas, si un jour on nous retire le titre de psychanalyste parce que c'est, enfin moi je ne pense pas parce que ça fait très longtemps, ça fait longtemps que je l'ai, que je le fais, mais si on nous le retirait, moi, ça me dérangerait pas plus que ça, parce que si on me le retirait, ça voudrait dire qu'il serait devenu normé, scolaire, société, donc il ne me ressemblerait plus. Je trouverais un autre nom où je marquerais à la bonne bouche chez Serge, hein. Ça. Voilà, voilà, c'est ça, c'est-à-dire je montrerai, ah ben, qu'en fin de compte, c'est pas le titre qui aide, c'est pas le titre qui rend psychanalyste, ce n'est pas possible, ou psychoanalyste, ou je sais pas, enfin, peu importe, c'est pas le titre. Ou L'important, expert en analyse. hein? Ou expert en analyse. Ah putain, la merde! Oh putain, là c'était non, expert en analyse, non, surtout pas. Aventurière, artiste, oui, Ouais, mais pas expert parce que, l'émotion, c'est pas une expertise, c'est artistique, c'est de toute façon, Freud le disait, avant, Freud, il a sorti ça de la réflexion sur l'art. Il y avait l'art avant et tout à fait. il y avait l'art et moi, c'est vrai que je suis venue de la chanson, de la poésie, de ce chemin-là, de l'écriture. Il y avait l'art avant, il y a, ce qui amène à la libération des émotions, c'est quand même l'artistique, c'est Mmh. l'artiste, hein? Je sais pas, et Casimir, Tout à les 2, fait. l'artiste et Casimir. Marc, les 2, on a constaté à un certain moment que les 2 pouvaient aller ensemble, Oui. malgré que Casimir avait bouffé l'artiste, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il est tout jaune et tout gros comme ça. Voici venu le temps de l'île aux enfants. Madame Archambault, je vais vous laisser. Eh bien, moi aussi, Madame Christina, je vous remercie pour ce beau moment encore d'échange. Et alors, vous avez vu, ça part dans tous les sens, mais c'est ce qu'on appelle les chaînes associatives, hein. Voilà. On refera ça dans la Drôme, parce que moi, j'y suis du 20 au 25. Toi, tu arrives 2 jours après. Ouais, On refera ça. J'espère qu'on aura du beau temps, où on va retrouver nos amis, Bernard et Ghislaine qu'on aime tout à énormément, fait. Carole, enfin, voir Mélissa et cetera. Enfin, Ouais. les gens qu'on aime là-bas, avec qui on Nos passe des moments. amis, Tu exactement. sais que Bernard a trouvé d'autres vieux chênes plus bas. Il me l'a dit, ouais. Il y en a 3 et au milieu des 3 chênes, il a trouvé qu'il y avait aussi vachement d'énergie donc J'irai tester. hein, bientôt le tsunami dans Le la Drôme, dans la tsunami. cuisine. Bonne soirée. Au revoir mon ange, à très vite. Merci. Attends, faut que je sache Il couper. faut que tu cliques sur enregistrement. Bon, on va Bon, elle est toujours aussi douée, vous avez vu. En plus, comme on ne sait pas couper les coquilles, bisous ma chérie. Au bisous ma revoir. belle. Mais ça s'enregistre toujours.